la grotte de Veryovkina. Sergueï, père de 37 ans et amateur de sensations fortes originaire de Sotchi, Russie, avait passé près d'1 an obsédé par Veryovkina Cave, la grotte la plus profonde du monde, plus de 2,1 km. Bien qu'il n'ait pratiqué la spéléologie que 2 fois auparavant, il fut captivé par le défi et le mystère de ce vaste labyrinthe souterrain. La grotte, avec sa profondeur écrasante et sa complexité quasi impossible, semblait l'épreuve ultime pour quiconque assez téméraire pour l'affronter. Pour Sergueï, ce n'était pas seulement une merveille géologique, c'était un pèlerinage. Veryovkina est d'une difficulté stupéfiante, célèbre pour ses caractéristiques dangereuses et complexes. À sa base, s'étend un système horizontal d'environ 800 mètres, jalonné de vires fines comme des lames, de descentes sur corde et de tronçons étroits remplis d'eau. Ce lieu exige des compétences extraordinaires et une planification méticuleuse. Des spéléologues professionnels d'une équipe russe, parmi les plus aguerris, ont mis des jours à y descendre et à en remonter en sécurité. Ils progressaient en équipe, avec un système de relais pour transporter de l'ordre de 100 à 200 kg d'équipements et de vivres. Chaque pas était calculé, chaque danger anticipé. Sergueï avait entendu parler des risques, notamment une crue éclair quasi fatale survenue en 2018 lors d'une expédition conjointe avec le photographe de National Geographic Roby Shawn. Alors qu'ils étaient profondément sous terre, l'équipe entendit un grondement lointain qui se transforma en rugissement assourdissant, comme un train de marchandises. La crue déferla dans la grotte, forçant l'équipe à abandonner le camp et à se réfugier plus haut. Un puits vertical devint une cascade, les martelant d'embruns glacés et les noyant presque par sa violence. L'équipe s'échappa de justesse, mais le camp inférieur fut submergé. Un rappel glaçant de la puissance de la nature. Pour Sergueï, ce quasi-désastre n'était pas un frein. Il alluma quelque chose en lui. Il étudia les photos de l'expédition, se plongea dans les cartes et lut tous les rapports disponibles. La grotte n'était pas un endroit à craindre. C'était le défi ultime qui exigeait sa présence. Déterminé à affronter Veryovkina à ses propres conditions, il partit le 1er novembre 2020 pour le Caucase, avec l'intention d'une expédition en solo. À sa femme et à ses enfants, il parla d'un voyage personnel, pour chercher le sens de la vie, sans mentionner sa véritable destination. Veryovkina, pensait-il, était à lui de conquérir, et il comptait le faire seul. La marche d'approche constituait déjà un défi. Plusieurs kilomètres de montée, sur un flanc boisé, terrain traître et détrempé, qu'il franchit prudemment avec des crampons neufs et des bâtons de randonnée. À l'entrée béante de la grotte, il s'arrêta. Aucun permis, pas de radio, pas d'équipe de soutien. Seulement une corde et un plan bricolé à partir de vidéos YouTube et de forums. Avec une détermination inébranlable, il se longea et commença sa descente. Le premier puits était immense, le plongeant dans un silence suffocant. Il descendit en rappel dans l'obscurité, sa frontale projetant des ombres fantomatiques sur les parois déchiquetées. Il faisait suivre son matériel dans des sacs étanches, s'enfonçant progressivement au cœur de la terre. Cette nuit-là, Sergueï campe à plus de 305 mètres sous terre, dans un camp de base déjà utilisé par l'équipe russe. Repas simple, position notée dans le journal, préparation du lendemain. Le deuxième jour fut plus dur encore, puits étroit, parois qui se refermaient, température en chute libre. La grotte devenait plus froide, plus isolante, plus sombre. Il atteignit un camp plus profond, plus froid, plus solitaire. Des caches de nourriture de précédentes équipes étaient encore là. De vieux journaux donnaient un aperçu de leurs expériences. Sergueï fit bouillir de l'eau, mangea, puis écrivit une dernière entrée dans le journal du camp, 3 novembre. Ce fut la dernière fois qu'on entendit parler de lui. Lorsque l'équipe russe revint le 6 novembre, elle comprit immédiatement que quelque chose clochait. Matériel déplacé, empreintes inconnues. Ce fut l'alerte immédiate. Sergueï était passé par là, et il était allé plus loin. En descendant dans la grotte, les pièces du puzzle se sont mises en place. Sans expérience ni soutien, Sergueï avait dépassé ses limites, s'aventurant toujours plus profondément dans ce territoire inconnu. Peu de temps après, ils l'ont retrouvé. Près du fond de la grotte, tout près d'un siphon glacé, l'extrémité inondée de la descente principale, ils ont découvert son corps. Sergueï gisait sur le dos, dans une flaque peu profonde, sa frontale encore allumée d'une lueur faible. Son appareil photo et son matériel étaient là, ainsi qu'un contenant en plastique avec ses notes. Ces dernières entrées donnaient un aperçu de son état d'esprit avant sa mort. Les autorités pensent qu'il a cru atteindre la chambre finale et voulu marquer symboliquement l'instant. Il aurait tenté une courte nage dans une eau à peine au-dessus de 0 degré Celsius. Déjà fatigué et déshydraté, sans combinaison isotherme, il a probablement perdu connaissance. Un traumatisme crânien n'est pas exclu et le froid l'aurait rapidement submergé. Sergueï est mort seul, dans les ténèbres, au fond de Veryovkina Cave.
La grotte de Cuevacheve. Perchée dans les montagnes du nord-ouest de Oaxaca, Mexique, Cuevacheve culmine à environ 2700 mètres d'altitude et compte parmi les grottes les plus profondes de la planète. Un abîme mystérieux qui attire les spéléologues les plus chevronnés. Chaque année, et ces explorateurs d'élite reviennent, mus par la soif de découverte, le frisson de repousser leur endurance et l'envie d'explorer les profondeurs inconnues de la Terre. Fin février 1991. Une équipe de 14 spéléologues hautement qualifiés arriva à l'entrée de Chevet avec une mission, atteindre un siphon à l'extrême limite connue de la grotte. Ce n'était pas une mince affaire. Il fallait descendre 115 puits verticaux, en posant des cordes pour se protéger des arêtes abrasives de la grotte. Des lacets en caoutchouc furent installés, obligeant à se détacher et se rattacher en plein vide. Une opération qui exigeait concentration totale, précision et coordination. Le 25 février, 6 spéléologues atteignirent le camp 2, à environ 850 mètres sous terre. Les jours suivants, d'autres relayaient le matériel et les vivres, pendant que l'équipe de pointe s'enfonçait toujours plus. Le 1er mars, Peter Boston et Peter Berland revinrent dans la grotte avec James Brown, convalescent d'une blessure à l'épaule, et Chris Yeager, tout juste remis d'une maladie. Ils entrèrent par paires décalées pour éviter l'encombrement des passages étroits. Yeager et Berland progressèrent dans des puits sinueux et humides. À un moment, Yeager laissa tomber son rack de rappel, indispensable pour contrôler la descente. Geste banal ailleurs, mais à Cuevacheve, la moindre erreur peut coûter cher. Peter Berland, professionnel jusqu'au bout, lui prêta le sien pour qu'il récupère l'appareil. Même ses micro-accros pesaient sur les nerfs. Le soir, ils approchèrent du camp 2. Après un bref égarement dans le labyrinthe de galeries sèches, ils retrouvèrent l'itinéraire vers la descente finale. Un enchaînement de 2 ressauts dans East Gorge. D'abord une pente d'environ 10 mètres jusqu'à un relais, et ensuite un puits en forme de L d'environ 23 mètres. Berland descendit le premier, maniant les cordes avec une précision méticuleuse. L'ancrage de la sangle était placé anormalement bas, l'obligeant à utiliser un bloc-pied pour créer du mou et franchir le passage en sécurité. Une fois arrivé au fond, il appela Yeager pour lui signaler que la corde était libre. Mais le silence fut soudain brisé par le fracas d'un rocher qui se détacha. Une bourrasque d'air s'engouffra, suivie d'un bruit sourd et terrible. Berland appela Yeager. Aucune réponse. Le cœur battant, il se pencha. Dans une flaque peu profonde, Chris Yeager gisait immobile, le corps contorsionné, une jambe tordue, le casque de travers, le sac le plaquant dans l'eau. Berland ravala sa panique, descendit jusqu'à lui et vérifia son état. Il lui tourna la tête pour éviter toute noyade. Aucune réaction. Il courut alors jusqu'au camp 2 en 15 minutes à peine. Boston et Brown étaient là. Ensemble, ils saisirent leur équipement et se précipitèrent jusqu'à l'endroit où Yeager gisait. Lorsqu'ils l'atteignirent, le spectacle était sinistre. Son visage était pâle. Du sang s'écoulait de son nez et son corps restait inerte. Boston vérifia rapidement son pouls, mais n'en trouva aucun. Ils tirèrent Yeager hors de l'eau et l'enveloppèrent dans un sac de couchage, pratiquant la réanimation cardio-pulmonaire avec toute la maîtrise dont ils étaient capables. Chaque souffle, forcé dans ses poumons, produisait un gargouillis atroce. Les minutes s'étiraient, semblant durer des heures. Ils poursuivirent leurs efforts pendant 20 minutes, mais il devint douloureusement évident que leur tentative était vaine. Le corps de Yeager commença à enfler, et une lampe braquée dans ses yeux ne révéla aucune réaction. Peu après, il fut déclaré mort. Les montagnes de Alcara. Ayman al-Usman, un homme de 36 ans originaire du village d'Altaweiser, dans le gouvernorat d'Al-Hajar, décida un samedi après-midi d'explorer le mont Alcara. Il n'était pas un grimpeur professionnel, mais il aimait la nature et la photographie, partageant souvent des photos de ses aventures avec ses amis sur Snapchat. Le mont Alcara n'était pas l'un des plus hauts sommets de la région, mais il était réputé pour sa beauté sauvage. Des falaises calcaires déchiquetées, des arêtes étroites et de soudaines fissures s'enfonçant profondément dans la roche. C'était l'endroit parfait pour capturer des images spectaculaires, mais il recelait aussi des dangers invisibles. Ce jour-là, le ciel était dégagé et le vent calme. Ayman partit seul, visant un point proche du sommet de Zama, à environ 15 km à l'est de Holdfast. Il avançait prudemment parmi les rochers tranchants, sautant de bloc en bloc et progressant sur un terrain accidenté. Plus il montait, plus le paysage devenait traître. Entre les parois rocheuses, de profondes fissures s'ouvraient. Certaines n'avaient que quelques centimètres de large, d'autres plongeaient sur plusieurs mètres. À l'approche du soir, Ayman sortit son téléphone et appela l'un de ses proches. Sa voix était rauque, tendue. Il expliqua qu'il s'était retrouvé coincé quelque part, mais ne parvint pas à décrire clairement où il se trouvait.
Avant qu'il ne puisse donner plus d'informations, l'appel fut brutalement interrompu. Ensuite, toutes les tentatives pour le joindre échouèrent. Le téléphone sonna encore quelques fois, puis se tut complètement. Lorsqu'Ayman ne rentra pas ce soir-là, sa famille alerta les autorités. Les équipes de la défense civile, épaulées par des dizaines de volontaires, commencèrent à fouiller la montagne sous l'obscurité. Ils utilisaient des lampes et des haut-parleurs, espérant que, si Ayman était encore en vie, ils les entendraient. Les heures devinrent une journée entière, sans aucun signe de lui. Le dimanche après-midi, un volontaire remarqua quelque chose qui brillait au fond d'une fissure étroite entre deux dalles calcaires. C'était un smartphone, son écran brisé, mais encore reconnaissable. Tout près, coincé profondément dans la roche, ils trouvèrent le corps d'Ayman. Il avait chuté dans une crevasse à peine assez large pour laisser passer un corps humain. Il était resté prisonnier, coincé à la verticale, les bras collés à ses flancs et la poitrine comprimée par les parois de pierre. La pression intense empêchait sa respiration, et la gravité faisait descendre son sang vers le bas, provoquant un gonflement terrible de son corps dans cet espace minuscule. Avec la chaleur écrasante du désert, le gonflement s'aggrava d'heure en heure. Lorsque les sauveteurs l'atteignirent pour la première fois, ils espéraient qu'il puisse être encore vivant, mais il devint rapidement évident qu'Ayman était déjà mort. Sa peau était pâle, et il ne montrait aucune réaction. La position infernale dans laquelle il s'était retrouvé avait probablement mis fin à sa vie seulement quelques heures après son dernier appel. Pendant 2 jours encore, les équipes de secours travaillèrent méthodiquement, brisant la roche morceau par morceau. Des outils de découpe spécialisés furent apportés, mais les progrès restaient lents. La fissure était si étroite que le moindre mouvement était difficile, et chaque effort risquait d'aggraver la situation. Enfin, après presque 3 jours complets de travail, le mardi soir, ils parvinrent à dégager le corps d'Ayman de la montagne. Les grottes de l'abbaye. Le 9 mai 2023, un groupe d'élèves visita les grottes de l'abbaye, situées juste à l'extérieur de Whangarei, dans le Northland en Nouvelle-Zélande. C'est une destination populaire pour les amateurs d'aventure et les sorties d'eau scolaires, connue pour ses formations rocheuses souterraines et ses magnifiques galeries calcaires. Les grottes, Organ Cave, Middle Cave et Ivy Cave, fascinent par leur beauté, mais comportent aussi des risques importants. Elles sont en grande partie non réglementées et peuvent se remplir rapidement d'eau en cas de forte pluie, ce qui les rend dangereuses, surtout pour des explorateurs inexpérimentés. Toute la semaine, la météo avait été incertaine. Une alerte orage avait été lancée sur le Northland et de fortes pluies étaient attendues plus tard dans la journée. Malgré cela, un groupe d'élèves de première avait terminé une excursion souterraine le 8 mai, ressortant sans problème. Encouragé par cette réussite, le Whangarei Boys High School maintint la sortie suivante prévue dans Organ Cave. La veille, certains parents s'étaient déjà inquiétés. L'un d'eux envoya un mail demandant si la sortie était toujours maintenue. Après confirmation, il choisit de garder son fils à la maison. La mère de Carman, Alisha Toki, exprima la même crainte. Elle envoya un mail pour demander si les grottes s'étaient été sûres. L'école répondit rapidement, l'assurant que le voyage aurait bien lieu. Il surveillait la météo de près et prévoyait que les fortes pluies n'arriveraient qu'aux alentours de 15 heures. Les élèves seraient sortis de la grotte d'ici 13h30. Le matin du 9 mai, l'école vérifia à nouveau les prévisions. Le radar montrait une tempête au-dessus de Kaipara, mais aucun nouvel avertissement n'était publié pour Whangarei. La décision fut donc prise de poursuivre la sortie, en se limitant uniquement à Organ Cave. À 9h, 17 élèves, un professeur et un adulte accompagnateur arrivèrent aux grottes de l'abbaye. La pluie était légère. Ils s'équipèrent de combinaisons, casques, lampes frontales et bottes en caoutchouc, laissant leur téléphone dans le van. À l'intérieur, il n'y avait de toute façon aucun réseau. 30 minutes plus tard, ils pénétrèrent dans Organ Cave. À l'extérieur, la pluie redoublait sur Whangarei. Les routes et trottoirs se transformaient en torrents. Les rivières gonflaient, agitées par des averses incessantes. André Peter, le père de Carman, observait son jardin se transformer en un étang peu profond. Les flaques s'étendaient en mare. Inquiet, il consulta les bulletins météo. Avertissement de pluie, risque d'inondation, alertes orages. La prévision était fausse. La pluie n'arriverait pas dans l'après-midi. Elle était déjà là. André appela l'école pour demander si le groupe était toujours dans les grottes. La réponse fut incertaine. 40 minutes plus tard, il rappela, mais les inondations s'étaient aggravées et l'école ne donna aucune réponse rassurante. Une 3e fois, il appela encore. On lui assura qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. À l'intérieur d'Organ Cave, les élèves ignoraient tout de ce qui se passait au-dessus du sol. Ils suivaient un chemin familier, le long du lit du ruisseau, marchant dans une eau claire qui leur arrivait à peine aux genoux. Les parois humides scintillaient à la lumière de leurs lampes frontales. L'air sentait la terre, l'humidité et la pierre ancienne. Après environ 150 mètres, le passage se divisa en deux.
Le groupe prit le couloir supérieur, où le plafond s'élevait davantage et où des verres luisants parsemaient la roche, diffusant une lumière bleu-vert étrange et vacillante. La beauté du lieu captivait les élèves. Ils restèrent là une vingtaine de minutes, leur voix étouffée par l'émerveillement. Mais l'eau montait. Ce qui n'était qu'un mince filet était devenu un grondement. Le professeur s'en aperçut. Le débit s'intensifiait. Il posa la main dans l'eau. Le niveau avait clairement monté. En se retournant, il constata que l'entrée n'était plus visible. Le passage derrière eux était submergé. Il cria qu'il fallait sortir immédiatement. Le groupe courut vers le tunnel principal, mais l'eau leur arrivait maintenant à la taille, et la force du courant les renversait. La grotte s'était changée en entonnoir, bouillonnant avec une puissance implacable. Le professeur hurla aux élèves de s'agripper les uns aux autres et de rester soudés. Ils obéirent, bras liés, luttant pour tenir debout. Mais certains glissèrent, et l'un d'eux disparut sous l'eau. Carman se trouvait à l'endroit le plus dangereux, là où le courant frappait avec le plus de force. L'eau avait creusé un trou dans le sol de la grotte, formant un vortex mortel. Le courant l'aspira violemment. En une fraction de seconde, il fut englouti jusqu'à la poitrine. Ses camarades, horrifiés, le virent lutter. Un élève se jeta pour l'attraper et réussit un instant à agripper son bras. Mais le torrent était trop puissant. Les vêtements de Carman s'alourdissaient, l'entraînant encore plus bas. Le camarade tira de toutes ses forces, mais le courant l'arracha de ses mains. Les élèves virent Mario ses yeux écarquillés de terreur, sa bouche ouverte dans un cri muet avant que l'eau ne l'avale complètement. Dehors, à 10h35, l'appel d'urgence fut lancé. Les secours se précipitèrent vers Grotte de l'Abbaye, sirène hurlante sous la pluie battante. Les 16 élèves rescapés, trempés et transis, attendaient près de l'entrée, le visage blême. Mais l'un d'eux manquait. La police arriva, suivie des équipes de recherche et sauvetage. Mais le niveau d'eau dans la grotte était trop élevé. Pendant des heures, ils ne purent rien faire. Ce n'est qu'à 19h que les eaux commencèrent à baisser. Les sauveteurs avancèrent, utilisant des caméras sous-marines pour sonder l'intérieur. Après de longues heures de recherche, ils découvrirent le corps de Carman, coincé contre une formation rocheuse, sa jambe emprisonnée entre des blocs. Sa famille avait attendu toute la journée. Leurs pires craintes furent le confirmer. Carman était mort. Cette tragédie bouleversa toute la Nouvelle-Zélande. L'enquête révéla que l'école n'avait pas correctement évalué les risques, malgré de multiples avertissements. En mai 2024, WorkSafe New Zealand poursuivit en justice le conseil d'administration de l'établissement pour avoir exposé des élèves à un danger grave. En juillet 2024, la Cour condamna l'école à verser plus de 500 000 $ néo-zélandais de réparation, reconnaissant l'impact dévastateur sur la famille de Carman et ses camarades. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires du même genre et n'hésitez pas à laisser vos suggestions en commentaire pour la prochaine.